tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah, bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein? Ah, quand on le dit comme ça vous choque. Il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que M. Bolloré, pendant des années, qui est votre ami, et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration, a exploité pendant des années des infrastructures en Côte d'Ivoire. Bref, que nous avons participé au pillage économique de la Côte d'Ivoire. Et quand on le dit comme ça vous choque. Et quand ensuite les gens arrivent dans notre pays, eh bien, vous voulez les repousser. Même chose pour l'Érythrée. Que nous proposez-vous? De renvoyer les gens dans un pays qui est une dictature? De renvoyer les gens dans un pays où le PIB par habitant est de 971 euros? C'est ça que vous nous proposez? 76 euros par mois, c'est ça que vous nous proposez? On est en train de parler de situation humaine, de pauvreté, de raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays parce qu'ils ont envie de venir en aide à leur famille. Ça vous parle normalement la famille, non, la droite, hein? On prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Voilà, Ah bah oui, quand... voilà, je m'arrête là. En tout cas, je le mets en pause. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 16 décembre 2023 déjà. Hein, voilà. L'année 2023 va se terminer là dans grosso modo combien? 15 jours à tout casser. Voilà, on va rentrer en 2024 très très bientôt. Ce jeune député, c'est jeune, quand je dis jeune toujours, c'est toujours par rapport à moi, hein, tout naturellement. Eh ben, ce jeune député s'appelle Antoine Lemans. Antoine Lemans, Antoine son prénom, et puis Lemans, son nom de famille, son patronyme. Bon, alors c'est la nouvelle génération, hein, évidemment, qui fait beaucoup de bruit, c'est une grande gueule. Et puis, bon, je crois que j'aime beaucoup évaluer, moi. C'est-à-dire que je le sens plus sincère que certains, évidemment. Et ça aussi, pareil, c'est la nature qui veut ça. À savoir qu'il y a des gens qui sont ingrats, il y a des gens qui sont généreux, il y a des gens qui sont, comment dire ça, solidaires, il y en a qui le sont moins. Bon, c'est la nature qui veut ça. Faut le reconnaître une bonne fois pour toutes pour qu'on puisse avancer. Bon, en fait, ce dont il s'agit, c'est que là, le député Antoine Lemans dit en gros, parce que là, je crois qu'ils doivent être en discussion parlementaire, hein, pas au niveau de l'hémicycle, hein, mais là, je sais pas si c'est une commission, bon, voilà. Donc, il dit qu'en gros que chaque année, hein, la France vole la Côte d'Ivoire de l'ordre de 325 millions d'euros. Voilà ce qu'il dit. Non, c'est des chiffres qui sont complètement minorés, très très loin de la réalité. Vous comprenez? Maintenant, le mérite qu'il a, c'est qu'au moins il ouvre et il dit ça, parce qu'il y en a d'autres qui veulent même pas, parce que c'est tabou. Hein, c'est tabou, c'est leur totem. Depuis toujours, vous voyez. Là, c'est une nouvelle génération. Bon, je vais lire rapidement son parcours, hein, rapidement, c'est très important. Hein? Donc, Antoine Lemans, voilà, il est né le 4 septembre 1989 à Châteauroux, voilà, dans l'Indre, est un homme politique et vidéaste du web français. Il est responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Il a été élu donc depuis la dans la 10e circonscription de l'Essonne lors des élections législatives de 2022, voilà. Hein, donc, il est élu de la région parisienne, mais c'est un élu de la République française depuis 2022. Bon, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il fait partie du parti de Jean-Luc Mélenchon, parce que je vous dis, selon moi, hein, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme politique le plus démagogue. Hein, parce que moi, j'aime bien. Hein. Quand je dis j'aime bien, c'est que c'est une réalité. Hein, écoutez, quand il y a un championnat de foot, championnat de handball, de basket, de toutes les compétitions, il y a toujours un, numéro 2. Voilà. Donc, et puis c'est la vie qui veut ça. Vous voyez, il y en a qui veulent faire du déni. C'est fatigant parce que ces gens-là qui font du déni, vous allez voir que vous les observez sur une journée où ils vont, à un moment donné, ils vont reconnaître ça. Donc, on va pas reconnaître à temps partiel ou bien non, on reconnaît tout le temps. C'est une réalité incontestable. Voilà. Pour dire quoi? Pour dire que en fait, comme je disais, Jean-Luc Mélenchon, il se trouve que c'est un vieux de la vieille. Hein, il fait de la politique depuis de longues années. Il a été même secrétaire d'État à l'époque de François Mitterrand. C'est vous dire. C'est vous dire. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui, comment dire ça, prétend être de gauche. Bon, il est de gauche. Allez, on va dire ça. Bon. Mais simplement, ce qui me dérange, c'est le fait que beaucoup de frères africains, frères et sœurs, qui n'ont pas une connaissance approfondie sur la vie politique française, sont dans une situation, quand ils voient la gauche en général, ils disent, oh, ça sont de notre côté. Oh, je vous dis, moi, je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. Un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. Je dis que là, fort de mon expérience ici, mon vécu, 41 ans, eh ben, je vois qui est qui dans la vie politique française. Vous me donnez les noms et je vous dis, voilà, sa position. Quelles sont ses aspirations, comment il est, voilà. Donc, Jean-Luc Mélenchon, je dis, beaucoup de frères et sœurs africains pensent que, voilà, c'est un mec bien. Non.
Bon, je peux comprendre, hein, parce que chacun a son parcours, parce que moi aussi, si on remonte depuis les années 80, hein, quand j'arrive ici en 82, hein, je croyais que la gauche était effectivement bien pour nous, alors que maintenant, avec l'expérience que j'ai, c'est pour ça que je dis, il est question de prendre toutes mes vidéos et de voir il y a la cohérence. Voilà. J'explique, et je dis même avant moi, il y a des gens très qualifiés, très pointus. Hein, je pense à Cheikh Anta Diop, c'est pas n'importe qui. On est dans l'excellence, hein, à un niveau très, très élevé. Bon, vous regardez ses conférences, il a tenu des conférences à l'époque au Niger, par exemple, où là, il décortique qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est que la droite française. Vous voyez, donc je me dis déjà, des gens comme ça qui sont très qualifiés, notoriété mondiale, voilà, hein, eh bien, ils ont pu dire ça à leur expérience, parce que lui aussi, il a vécu ici, c'était dans les années 60, qui parle en connaissance de cause. Maintenant, nous, c'est la nouvelle génération, eh bien, on est dans la continuité, tout naturellement. Et je vous dis, la gauche, elle est pire. Pourquoi? Mais parce que elle va éteindre les lumières, et puis, quand le manège sera terminé, quand elle rallume, c'est trop tard. Alors que la droite, bon, mais, alors, quand je dis ça, attendons-nous bien. Je suis pas en train de dire que la droite est bien aussi, non. Je dis ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que, en ce qui concerne la politique africaine, hein, eh ben, il n'y a ni gauche ni de droite. Voilà. Hein, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Voilà. Quand il s'agit d'autre chose, il s'agit de la cuisine interne. Hein, quand il s'agit de parler de la politique franco-française, voilà. Là, vous pouvez parler de je suis de gauche, je suis de droite. Mais si on veut parler, quand il s'agit de parler de la politique africaine, la France-Afrique, il n'y a plus de gauche ni de droite. Ils sont tous pareils, si ce n'est que il y a un qui va jouer les gentils, alors qu'au fond, le fond, il est le même. La gauche, en l'occurrence. Voilà. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Et je vous dis, j'aime pas qu'on me fatigue, mais je dis, moi, il y a des domaines où je suis pas bon, je fais pas le malin. Il y a des gens qui sont pas bons, mais ils font du nivellement par le bas et j'ai pas le temps. Voilà. Fermez là. Assieds-toi et puis prends des notes. Donc, voilà, je disais que ce jeune député, voilà, hein, l'élection qui a eu lieu le 19 juin 2022, il a été élu hein, dans la 10e circonscription, c'est dans la région parisienne, dans l'Essonne. Hein. Et puis, groupe politique, c'est LFI, donc mélenchoniste, là, voilà. Et qu'est-ce que je dois dire encore il est né en 89, voilà, donc très, très jeune, hein, voilà. Hein. Diplôme, voilà, il est diplômé de Centrale Val-de-Loire, hein. Enfin, Centre Val-de-Loire, Université de Poitiers, voilà, il a fait l'Université de Poitiers, il a fait le Panthéon, la Sorbonne, voilà, bon, donc quelqu'un d'instruit. Parcours politique, initialement proche du Modem, hein. Il était proche du Modem, c'est-à-dire qu'en fait, il était avec Bayrou même. Et se disant lui-même ancien Bayrou, voilà, c'est ça, clairement. Antoine Lemans a rejoint le parti de gauche en janvier 2011, après avoir participé à Poitiers aux manifestations contre la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, et après avoir lu l'essai de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils s'en aillent tous, bon voilà. Donc lui, il a été convaincu par Jean-Luc Mélenchon, il a pu le rejoindre, c'est tout naturel. Étudiant à l'université Paris 1, il fonde le cercle Front de gauche de la Sorbonne lors de l'année universitaire 2011-2012. À l'été 2012, il effectue un stage avec Martine Billard, alors député de la première circonscription de Paris. Bon, je m'arrête là, je ne vais pas vous barber avec ça. Bon, en gros, c'est vous dire quoi? C'est-à-dire que mon propos d'aujourd'hui, c'est de dire que vous avez la nouvelle génération là qui sont en place là-bas à l'Assemblée nationale ou dans la politique française. Évidemment, eux, ils sont là juste pour faire de l'animation. Voilà, c'est parce que c'est pas eux des décideurs. Ils aboient, hein, et comme on dit, le chien aboie et la caravane passe. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que ça a été viral, là, sa vidéo, là. Il s'est adressé à la droite, en général, et notamment à M. Ciotti. Voilà. Hein, bon, c'est dire que, voilà, l'immigration, parce que là, ils sont en pleine discussion sur l'immigration, n'importe quoi. Mais, je vous dis, la démocratie française, hein, elle est disqualifiée pour moi. Et je parle en connaissance de cause. Je compare toujours avec les pays européens. Je dis, quand on parle de jeu démocratique, la France est disqualifiée. Simplement, ce qu'ils font, comme beaucoup de gens ne sont pas au courant, ils ne sont pas au fait, eh ben, ils font ce que j'appelle, ils donnent l'impression. Voilà. C'est des mises en scène. Donc, quand on s'y connaît pas, on est attentif. On est, comment dire, même impressionné. Alors que quand on s'y connaît comme les gens comme nous, comme ça, maintenant, ça devient du spectacle. Hein, je me mets dans mon canapé, puis je regarde et je rigole. Je dis, c'est des clowns. Il faut leur mettre des nez des clowns. C'est ce qui manque. Voilà. C'est très important. Hein. Parce que très souvent, ils roulent ces gens-là pour leur bien personnel, c'est-à-dire leur matériel, c'est tout. Ils roulent pas pour le peuple français, sinon ça serait. Sinon, on serait pas éborgné des gens qui manifestent pacifiquement. Je vais jamais lâcher ça. Parce que je dis, on ne peut pas prétendre être un pays démocratique et puis des gens qui manifestent pacifiquement, on les éborgne. Ou alors, non, mais j'ai déjà fait plein de vidéos, j'ai déjà expliqué, voilà, par rapport au parcours des Gilets jaunes, voilà, par exemple. Vous voyez? Donc, je disais que Monsieur Antoine Lemans, il dit que la France, chaque année, prend à la Côte d'Ivoire 325 millions d'euros. Mais non, mais il est très, très loin des décomptes, bien entendu. Et je dis, lui, partagez mes vidéos au maximum, chers frères et sœurs, s'il vous plaît. C'est le service, le minimum que vous puissiez me rendre, c'est ça. Hein. Faites des pouces, partagez mes vidéos. Voilà. Moi, je donne mon point de vue sur l'actualité. Vous, en retour, c'est juste, faites des pouces,
Hein? Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Hein? Et puis partagez au maximum. Voilà, c'est ça. Donc c'est donnant-donnant. Voilà, faut faire ça. Sinon, ce pas ça, c'est malhonnête. Voilà. Et moi, j'ai dit toujours, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et puis, comme je suis dans le cadre de la maths, donc la solidarité, sous-entendu. Hein, ça va avec pour moi. Vous comprenez? Bon. Donc, Antoine Lemont, hein, les chiffres qu'il donne là, à savoir 325 millions d'euros, c'est très, très loin du compte. Parce que je dis, je me fie, moi, aux spécialistes, hein, qui nous disent quoi? Qui nous disent que pour le système du franc CFA, chaque année, hein, depuis des décennies, la France engrange 500 milliards de dollars, hein, pour le trésor français. 500 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Moi, je me dis, mais est-ce que c'est possible? Mais si, c'est possible. Oui, tellement c'est énorme que, voilà. Mais ils sont tellement forts, hein, à arroser tout le monde sur le plan de la corruption, une corruption généralisée. D'abord, vous avez la corruption morale et vous avez la corruption matérielle. Donc, beaucoup de gens qui sont corrompus, voilà, hein, eh ben, ils jouent le jeu. Ils sont dans la combine. Bien entendu, c'est le but. Ah oui. Parce que quand t'es pas corruptible, eh ben là, on te fait une chasse aux sorcières. Enfin, voilà, on te fait la peau. On cherche, voilà. Parce que, justement, ceux qui sont corrompus, bon, mais on a pu les récupérer. Donc, eux, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire. Donc là, souvent même, ces jeunes-là sont pas suffisamment informés. Voilà. Hein? Et c'est pour ça que je dis qu'il m'a l'air sincère, mais évidemment, il est plus sincère que Jean-Luc Mélenchon, tout naturellement. Et je vous dis toujours que de tous les hommes politiques en France, Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus démagogue. Lui, je lui donne le premier prix. Voilà. Vous comprenez? Ou je dirais que Jean-Luc Mélenchon, il est à l'inverse, par exemple, de quelqu'un comme François Asselineau, qui lui, par contre, détient le prix de l'excellence. Mais quand je parle de la politique franco-française, parce que même monsieur Asselineau, quand il s'agit de parler de la politique africaine, il est éliminé parce que c'est l'Afrique qui leur donne à manger, qui leur donne à boire. Donc, c'est l'oxygène. Voilà. L'Afrique est l'oxygène de la France. Faut bien comprendre. C'est pour ça que là, je vous dis, on est dans un bouleversement terrible, à savoir que le Mali, d'abord, hein, que vous voyez derrière, c'est le drapeau du Mali, ça. Voilà. Moi, je suis un panafricain convaincu, un authentique panafricain. Voilà. Je tiens à dire ça à des frères là, qui, eux, ils cachent leur jeu. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, mais autant je ne vais pas remettre en cause ton patriotisme, parce que je sais que tu es un patriote, je donne même tous les diplômes que tu veux. Hein. Je n'ai pas de contestation. Mais en revanche, c'est pas parce qu'on est patriote qu'on est panafricain. Non, 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 c'est des choses, des concepts différents. Voilà. Un panafricain est patriote. Ça, c'est sûr. Mais un patriote n'est pas forcément panafricain. Voilà. Donc, je tiens à préciser. Je donne pas les noms parce que là, ils ont dit, il faut pas dire. Voilà. Mais la personne va reconnaître. Non, mais il faut arrêter à un moment donné. Et moi, ce drapeau, là, je l'ai mis il y a très longtemps. Hein. Je dis toujours, il faut prendre toutes mes vidéos. Voilà. C'est là où on voit la cohérence d'un homme, d'une femme, hein, d'un être humain. Voilà. Cohérence. Et non pas des contradictions, non pas je cache mon jeu. Ça m'intéresse pas, parce que sinon ma religion, ce n'est plus la vérité, ce n'est plus la vérité. Puisque ma religion, c'est la vérité, donc voilà, transparence totale. Voilà. Donc on se calme, on s'assoit, on prend des notes. C'est une question de domaine. Puis je dis, c'est une question d'évaluation. Moi, j'ai dit, je suis à 1000 pour 1000 un panafricain. Modibo Keïta, tu dis quoi? C'est un panafricain de 1000 pour 1000? Il a fait écrire dans la Constitution, fait écrire dans la ligne nationale du Mali. Donc à partir de là, on a ça, faut comparer maintenant avec les Senghor, faut comparer avec les Houphouët-Boigny. Est-ce que tu vas dire que c'est le même niveau? Donc voilà, on est dans cette situation-là. Faut arrêter un peu à un moment donné. C'est fatigant, moi. C'est dommage, voilà, c'est dommage, c'est plutôt ça. La personne va se reconnaître. Bon, donc je poursuis. Par rapport aux 325 millions dont lui il parle, mais j'ai dit, mais attendez, là il parle que de la Côte d'Ivoire, sachant que la Côte d'Ivoire, dans le système du franc CFA, c'était un gros morceau, hein, c'est-à-dire sur le plan budgétaire et puis sur le plan économique surtout, ce que rapporte la Côte d'Ivoire à la France. Vous voyez? Mais en fait, je ne sais même pas par quel bout commencer, dans le sens où je dis, ceux-là même qui sont normalement censés donner les bonnes informations, ils ne donnent pas les bonnes informations. C'est ça le problème en France. Ben oui, normalement, un législateur, le mec qui touche 6 à 7 000 euros par mois, sans compter les avantages, hein, et donc il devrait faire son boulot sérieusement. Mais non, non, non. Mais parce que justement, le but, c'est ça, c'est donner l'illusion, donner l'impression. Et dans la réalité, rien. Et je dis partager mes vidéos, qu'ils puissent voir mes vidéos là. Et je vais vous dire, bon, je pense qu'il ne va pas refuser de me rencontrer. Voilà. Mais par contre, il ne pourra pas aller plus loin. Parce que quand il va réfléchir 2 secondes, il va dire non, 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 toi, tu es dans le loup, toi. Mais bien entendu. Non, mais attendez, de quoi vous parlez? Soyons sérieux. Hein? La France a installé les bases militaires françaises en Afrique, mais c'est pour protéger le pillage à ciel ouvert de toutes les richesses africaines, tout simplement. Et que quand on dit qu'on est, ça y est, ces bases-là sont là pour protéger les ressortissants français, voilà ce que je leur réponds par mon bon sens naturel. J'ai dit, mais attendez, si je suis votre raisonnement, mais ça voudra dire que, en fait, les Français qui vivent à l'étranger ne vivent qu'en Afrique. Alors que non, on sait très bien. Les Français sont partout dans le monde, comme tous les autres ressortissants. Bon. Donc, je fais tomber cet argument-là tout de suite. Et je dis,
Voilà, c'est une question de domaine. Ok, la réflexion que je viens de porter là, il y a plein de fractions très qualifiées, hein, mais ils vont pas, voilà, parce qu'ils sont perturbés, ils sont corrompus moralement, pas forcément matériellement, mais moralement certainement. Eh oui. Alors que moi, oublier la corruption, oublier l'aliénation, oublier le complexe, droit au but, bien entendu. Donc je disais, en fait, il faut vous souvenir aussi du professeur Nicolas Bou. À l'époque, il était invité sur le plateau, comment dire ça, de l'émission sur Sud Radio, voilà. Et à cette occasion, qui était là? Il y avait, comment il s'appelle, Mattei. Mattei, il est décédé maintenant, un journaliste qui avait travaillé avec le président Gbagbo. Enfin, en tout cas, il a fait 2 bouquins avec le président Gbagbo. Hein, et il est décédé. Et il y avait aussi un ami du président Gbagbo là, qui a fait même des bouquins sur le couple Ouattara. Voilà. Vous regardez, vous allez taper Sud Radio, vous tapez Sud Radio, vous avez professeur Nicolas Gbagbo. Le professeur Nicolas Gbagbo avait bien expliqué le mécanisme du franc CFA. Mais ils étaient tous sur le plateau, enfin dans le studio, plutôt le studio de radio, ils étaient tous tétanisés. Enfin, en tout cas, ils étaient impressionnés. Alors, il y en a beaucoup entre eux qui savaient, puis il y en a d'autres qui ne savaient pas du tout. Et je me rappelle aussi la réaction qu'avait Antoine Chouard. Antoine Chouard, hein, j'espère que je ne me trompe pas de son nom là. Antoine Chouard. Étienne, c'est Étienne Chouard. Étienne Chouard, c'est un des inspirateurs des Gilets jaunes. Bon, c'est malheureux, on n'entend plus trop parler là. Mais c'est un homme honnête, un professeur d'économie, professeur de, comment dire ça, ouais, professeur d'économie, je crois, et de droit. Et bien lui, quand le professeur Nicolas Bourou était en train de faire son exposé, en fait, il était en train d'expliquer le mécanisme français, il tombait des nues, il prenait des notes, parce qu'il ne comprenait pas. Et du coup, moi je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui étaient étonnés en disant mais non, c'est pas possible. Mais si, je dis mais si, parce que il faut déjà que la chose soit inscrite au programme. Or, c'est pas inscrit puisque c'est tabou. Il faut pas parler de ça. Il faut pas que les Français sachent que leur survie, leur train de vie, hein, comme disent les Américains, leur way of life, eh ben, ils le doivent à l'Afrique à 100%. Voilà, je vais très loin là. Parce que je dis mais si c'est pas le cas, pourquoi la France ne procède pas comme l'Allemagne, qui n'a pas de base militaire en Afrique, hein, l'Allemagne qui n'a pas, comment dire ça, de franc CFA. Voilà. Et pour autant, l'Allemagne est numéro 1 en Europe, au point de vue économique. Par exemple, vous voyez. Donc ça, c'est une explication on ne peut plus pertinente. Pour dire que, en fait, la France, comment dire ça, fait les fanfarons, hein, ils font les fanfarons vis-à-vis des autres pays parce qu'ils tenaient, il faut convoquer ça maintenant au passé, hein, ou à l'imparfait. Mais en tous les cas, nous sommes sur le chemin de la libération. Une libération totale, non négociable. Et je vous dis encore une fois, notre problème à nous, c'est que faut qu'on fasse tomber le complexe, faut qu'on fasse tomber l'aliénation, faut qu'on fasse tomber la corruption, et faut qu'on fasse tomber la jalousie. Parce que je dis, on est dans cette zone-là, voilà, regardez, c'est mon split là. Hein, la zone des jaloux, la zone des sorciers, voilà. Bon, par contre, on peut s'en sortir. C'est une question de volonté personnelle, volonté collective, bien entendu, et puis volonté politique. Et j'explique toujours que la volonté politique, dès lors qu'elle est manifeste, ben on accélère. On accélère. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe au Mali, d'abord. Ensuite, c'est ce qui se passe au Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est ce qui se passe avec le général, comment dire ça, Tchani au Niger. Vous comprenez? Voilà. C'est très clair là-dessus. Donc là, la nouvelle génération qui prennent les choses en main, qui sont des panafricains, qui sont patriotes d'abord et panafricains ensuite, ils font le nécessaire. Et donc, ça va entraîner d'autres pays tout naturellement. Donc, quand on nous parle de 325 millions, et il y a beaucoup de gens, là, d'ailleurs, ses collègues, ils étaient effarés. En fait, en gros, de dire, non, mais tu racontes n'importe quoi. Alors que non, il raconte pas n'importe quoi. Bon, même s'il n'est pas à dire les bons chiffres, mais au moins, mais rien que ça, vous voyez, c'est ce que je dis. Comparé, parce que je parle de 500 milliards de dollars, ça concerne justement toute la zone franc CFA, hein, qui compose 15 pays, y compris les Comores. Bon. Donc, vous prenez ce que la France pille à la Côte d'Ivoire, vous prenez ce que la France pille, comment dire ça, au Cameroun, zone Afrique centrale, hein, ce qu'elle pille au Gabon, hein, au Tchad, et qu'elle pillait au Niger, qu'elle pillait au Mali, parce que ça, c'est terminé maintenant. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est, c'est stupéfiant. Voilà. On est en 2023, on se dit, mais comment ça se fait? Jeune génération, mais c'est pas les informations qui manquent. Et c'est là où on se rend compte que les gens sont pas honnêtes. Par évidence, parce que à l'époque, il n'existait pas Internet. Or, le fait de la révolution numérique, le fait qu'il existe maintenant les réseaux sociaux avec Internet, mais vous avez les informations à volonté. Maintenant, c'est à vous, avec votre intelligence, de faire le tri. Comme je vous dis, moi, personnellement, ce que j'apprécie, c'est le fait que je dis, mais quand Internet n'existait pas, c'est un peu comme, vous savez, dans un quartier où vous êtes dans une commune ou dans un, où il y a une personne qui a juste le monopole. Ben, ça veut dire que, content ou pas content, vous n'avez pas le choix. Vous voyez? Alors que là, avec l'avènement d'Internet, c'est un peu comme justement maintenant, là, changement de décor, il y a plusieurs restaurants.
Donc, quand vous allez manger dans un restaurant où ça vous plaît, vous continuez. Et quand ça vous plaît pas, mais même deux fois, même quand même ça vous plaît, vous êtes curieux, vous allez voir ailleurs. Mais à plus forte raison quand ça vous plaît pas. Alors que là, s'il a le monopole, c'est-à-dire qu'il est tout seul à ouvrir son restaurant, mais vous pouvez pas aller ailleurs. Vous êtes obligé de faire avec. Voilà, comment dire ça. Comprenne qui veut, comprenne qui peut dans mon raisonnement là. Voilà, c'est pour dire qu'en fait, avec l'avènement d'Internet, c'est pour ça que je passe mon temps à les saluer. C'est qu'ils ont inventé Internet, un frère du Nigeria, par exemple, et puis ceux qui ont suivi aussi. Voilà. Oui, parce que c'est ça qui permet à ce que moi, en tant que citoyen ordinaire, mais libre, très libre, permet de donner mon point de vue, qui est apprécié tout naturellement. Maintenant, faisons tomber la jalousie, et puis après, on diffuse, on dit, tiens, le frère, là, il est dans le coup, et on fait, voilà, il n'est pas hors sujet, parce qu'il y en a beaucoup qui sont hors sujet. Et puis, comme ils sont hors sujet, ils font tout pour faire le nivellement par le bas, les sorciers, là, parce que comprennent qui veut, comprennent qui peut. Voilà. Donc, en gros, beaucoup d'argent sont dépensés, hein, par exemple, au niveau du budget militaire. Budget militaire de la France, et puis budget militaire aussi, comment dire ça, des pays là-bas sous contrôle de la France. Et tout ça revient à la France. Et lui, il vient nous parler de 325 millions d'euros par an. N'importe quoi. Vous comprenez? Donc, c'est hyper important d'aller s'informer, d'aller chercher les informations. Hein? J'ai plein d'articles là, mais bon, je vous dis, moi, je suis plus à l'aise à comment dire, parler comme ça que de lire. Ah oui. Non, mais franchement, hein, ils sont là, au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale, 577 députés. Hein? Et puis, je vous dis, les commissions qui tiennent, commissions où ils vont parler uniquement du franc CFA, le mécanisme. Et là, qu'est-ce que ça va consister? Mais ça va consister justement à inviter des spécialistes. Ceux qui sont partisans du franc CFA, on les interroge. C'est ceux qui sont contre le franc CFA, on les interroge aussi. Voilà. Au lieu de faire des commissions parlementaires à interroger les sportifs, c'est pas mal. Mais je dis simplement, c'est une question de priorité. Voilà. Une question d'importance. Même si c'est vrai que le sport et la distraction est importante. Mais le problème, c'est quoi? C'est que très souvent, la vie que nous menons aujourd'hui, ceux à qui ça profite, c'est ceux qui sont dans l'aisance, ceux qui sont aisés. Oui. Parce que sinon, les pauvres là, bon, c'est vrai que ça fait rêver les pauvres. Mais je veux dire par là que moi, le militantisme, en tout cas quand je milite, c'est pour que, justement, on puisse partager les richesses pour tout le monde, parce qu'il y en a pour tout le monde. Et que c'est des petits malins là qui font tout leur magouille pour réserver qu'à un groupuscule de personnes. Voilà. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc, c'est fait exprès de ne pas donner l'information hein, aussi bien aux gens qualifiés. Mais les gens qualifiés, c'est eux-mêmes leur faute, parce que s'ils veulent bien, ou d'ailleurs, des fois, ils le savent, mais comme c'est tellement lourd, qu'ils bottent en touche, ou alors ils font, comment dire, c'est une fuite en avant. Vous voyez? Je vous dis, où j'ai été surpris aussi, c'est, comment ça s'appelle? Thomas Piketty, je sais qu'il s'appelle Thomas Piketty. En tout cas, Piketty, c'est un économiste très connu en France, qui avait sorti un bouquin sur le capitalisme, qui a eu beaucoup de succès, même traduit dans plusieurs langues dans le monde. Et bien, Piketty, moi, où j'ai eu beaucoup de sympathie pour lui, c'est quand à l'époque, François Hollande était au pouvoir et il avait refusé la Légion d'honneur. Voilà. Parce que lui, il avait participé à l'élection de Hollande, donc en retour, il a refusé. Voilà, c'est là où j'ai apprécié. Mais, quand il y a un an de cela, on lui a posé la question justement sur le franc CFA, et le monsieur, je le sentais évasif, je le sentais pas précis. J'ai dit, mais pour un professeur d'économie, avec ces niveaux-là, vous êtes profondément malhonnête, et Dieu seul sait. Et quand c'est comme ça, je dis, mais si on te démasque pas, fais le malin, mais une fois qu'on t'a démasqué, j'ai pas le temps. Ah, je t'ai démasqué là, donc mets-toi de côté, je vais m'occuper de toi après. Et moi, c'est toujours dans un but pédagogique, parce que pour ne pas que ça se répète. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, donc on est en pleine escroquerie morale là, pour le coup. Parce que quelqu'un comme lui, qui est très qualifié, qui a fait un gros bouquin comme ça sur le capitalisme, on te pose des questions sur le franc CFA, mais dis la vérité, bonne fois pour tout, mais s'il dit la vérité, ça y est, il va être buté. Ah, je vais vous dire, c'est une question de niveau, c'est une question de, comment dire ça, notoriété. Lui, qui est très connu, s'il dit la vérité sur le franc CFA, ils vont l'écarter. Dans la moindre mesure. Sinon, allez, on le bute. Voilà. Ouais, parce que, et puis, ils procèdent, ils ont plusieurs manières de procéder, hein, attention. Ouais. C'est quand je dis ça buter comme ça paraît chose, mais ils sont beaucoup plus, enfin, ils ont une armada de moyens pour pouvoir vous éliminer, voilà, si vous voulez. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là où beaucoup sont dans la combine. Voilà. Et le dindon de la farce, eh ben, où les dindons de la farce, c'est le peuple français d'une part, et d'autre part, les Africains. Mais nous, par contre, on est en train de se libérer là. Ah ben oui. Non. Parce que je dis, écoutez, moi, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas fait les grandes écoles, même si j'avais souhaité. Mais simplement, l'intelligence naturelle et surtout mon intégrité morale font que, il y a des gens, on est en discussion sur ces sujets-là, ils pourront pas tenir quelques minutes. Pourquoi? Parce que d'entrée de jeu, on va tout de suite se rendre compte que
ils sont d'abord en train de chercher à noyer le poisson, c'est-à-dire t'embrouiller, alors que non. Hein. De quoi on parle? On sort les chiffres. Voilà. Hein. Dites-nous, dans un audit, combien la France exactement prend par ce système-là, le système du franc CFA. Oui. Pourquoi ils se battent comme ça? Hein? Vraiment, ils ne lâchent pas prise sur le fait que récemment, les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui composent le Mali, le Burkina et, comment dire ça, le Niger. Parce que ces pays-là ont décidé, dans peu de temps, de créer leur propre monnaie. Ben là, ça tremble de partout, je peux vous dire. Hein. En apparence, ils font le malin, mais ils tremblent. Parce que justement, une fois que ces trois pays-là créent leur monnaie, mais c'est la fin du franc CFA tout naturellement. Parce que de toute façon, si le Mali tout seul sort, déjà, le franc CFA, il repose un peu, je vous dis, en termes d'image, moi, je me fais penser à, vous savez, les fils, là. Quand vous tirez, détricoter, je sais pas, ouais, combien je veux dire. Et puis, tout le monde, tout va partir en vrille. Hein, en vrille. Ça me paraît évident. C'est pour ça que la France a fait tout pour maintenir tout ce monde-là. C'est clair. Parce que l'expérience du Mali, à l'époque, avec le président Modibo Keïta, le Mali était sorti du franc CFA. Or, quand ils font revenir, comment dire ça, comment il s'appelle? Celui qui a renversé Modibo Keïta, Moussa Traoré, voilà. Quand il faut revenir Moussa Traoré, la France met la pression au maximum et le Mali est obligé de revenir dans le franc CFA. C'est une expérience très, très intéressante. Et c'est même pour ça que je dis, normalement, aussi bien le Niger et le Burkina Faso, ils n'ont pas l'expérience d'être sortis. Mais le Mali a cette expérience-là. Donc, c'est évident qu'après monter l'expérience, mais c'est encore plus facile. Puis, je vais vous dire, comme je dis, je suis plus à l'aise, moi, à parler sans lecture, là, c'est que il y a des économistes, des gens très diplômés, des gens très qualifiés, très souvent, je crois que c'est parce qu'ils cachent leur jeu. Mais sinon, moi, par mon bon sens, j'ai dit, mais le système du franc CFA qui a été mis en place en 1945, 26 décembre 1945. C'est pour ça que je dis, je répète encore, les colonels au Mali, le capitaine au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le général Tiani au Niger, j'ai dit, symboliquement, surtout je m'adresse là, comment dire ça, au frère Abdoulaye Maïga, ministre d'État, qui a prononcé un discours historique, rappelez-vous, aux Nations Unies, à l'époque, il y a 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Bon. Eh bien, il faudrait que symboliquement, la mise en place, officialiser cette monnaie-là de l'AES, qui paraît-il qui va s'appeler le Sahel, eh bien, il faut que ça soit le 26 décembre 2023 au plus tôt. Donc là, c'est vraiment dans quelques 15 jours là, enfin, ou que dis-je, dans quelques jours. Au plus tôt, hein. Et au plus tard, le 26 décembre 2024. Voilà. C'est important que pourquoi? Parce que les Français, quand ils ont mis en place le franc CFA, c'était le 26 décembre 1945. Donc, il faut faire pareil. Et quand je dis ça, je fais un clin d'œil justement au frère, le ministre d'État Abdoulaye Maïga, parce que lui, justement, il est dans cette tendance-là. De fait, il n'y a pas que lui, tous les colonels font ça d'ailleurs. Tac au tac. Voilà. Premier ministre Maïga. Voilà. Choguel Maïga. Voilà. Quand il fait ses discours, il fait tac au tac. C'est ce qu'il faut faire. Quand on n'est pas complexé, quand on n'est pas aliéné et quand on n'est pas corrompu, on le fait. Sinon, quand on est complexé, quand on est corrompu et puis quand on est aliéné, c'est sûr que on a le moins du compte, bien entendu. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que, de mon point de vue, je dis, mais le mécanisme, il existe déjà. Donc, ça me paraît simple, quelque chose qui existe déjà pour copier. Quand je dis copier, je vais copier. Mais il faut juste maintenant procéder de la même manière, mais simplement qu'on écarte la France définitivement. Et on fait ce mécanisme pour que les pays africains retrouvent leur compte. C'est-à-dire que la France, tout l'argent qu'elle prend, enfin, le mécanisme est fait de manière à ce que la France, c'est elle qui récupère tout. Donc, il faut faire l'inverse. Franchement, bon, c'est du bon sens, mais j'ai dit simplement pour agir. Le problème des gens, c'est que ils sont à jouer les petits malins, c'est tout. Sinon, s'ils ne jouent pas les petits malins, s'ils jouent 4 sur table, mais l'affaire est expédiée. Donc, de toute façon, je sais que les colonels au Mali sont très sérieux. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect, voire même de l'admiration. Pareil pour le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, sérieux, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Gérald Tiani également. Vous voyez? Donc, ils vont mettre en place ce truc-là, mais ça fait trembler aussi bien la France en premier, et puis ensuite les autres pays. Des gens comme Alassane Draman Ouattara, ils ne dorment plus quand ils pensent à ça. Des gens comme Macky Sall. Bon, Macky Sall, il s'en va. Donc, je reviendrai. Je vais faire une vidéo là pour, évidemment, l'actualité de Ousmane Sonko. Il y a de bonnes nouvelles là. On nous a annoncé que le tribunal là-bas qui a demandé sa réintégration sur les listes électorales de manière à ce que
sa candidature soit acceptée pour être candidat pour l'élection prévue, comment dire ça, le 25 février 2024 au Sénégal. Voilà, je vais revenir là-dessus. Mais pour dire quoi? Pour dire qu'au fond, des gens comme Sassou Nguesso, hein, même des gens comme Paul Biya, eh oui, tous ces gens-là, ils sont partisans du franc CFA. Moi, je dis, ou Yacine. J'ai dit, mais pourquoi vous ne sortez pas du franc CFA? Alors que les Français, justement, ils passent leur temps à fanfaronner là-dessus. En disant, ouais, ceux qui veulent, ils sortent. Bon, ils disent ça, c'est théorique, dans la pratique, ils font. Mais oui, mais c'est là où on voit maintenant les hommes politiques, et qui sont sincères. Parce qu'il ne suffit pas d'être homme politique, il faut être sincère. Quand tu es sincère avec ton peuple, mais tu dis toute la vérité à ton peuple, tout simplement, c'est ce que c'est vertueux à faire le capitaine Noël Isidore Sankara. Et c'est pour ça qu'il a payé le prix. Maintenant, il y a certains qui vont dire quoi? Ils vont dire, oui, vous voyez ce qui doit arriver. Mais oui, mais dans ce cas-là, va faire autre chose. Voilà. Moi, parce que moi, ce que je reproche aux gens, c'est de dire, mais ils vont dire, oui, je vais pas faire ça parce que voilà ce qui est arrivé, mais va faire autre chose parce que si tu veux venir pour être, comment dire ça, serviteur du peuple, mais il faut qu'il y a des risques énormes, surtout dans les rapports avec la France. Voilà. Et moi, je dis toujours que je dis, mais c'est parce que beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Évidemment, tout s'explique. Hein? Ou rapidement, pour ne pas oublier, je vois que certains frères vont reprocher à Ousmane Sonko d'avoir parlé très, très tôt. C'est-à-dire que le fait qu'il a donné son avis sur le franc CFA, sur les bases militaires, il dit que si lui prend le pouvoir, il va faire tomber les bases militaires françaises au Sénégal, il va faire tomber le franc CFA. Et il a annoncé la couleur. Mais un gars comme ça, c'est un gars qui est digne, c'est un gars qui est, comment dire, intègre, qui est respectable. Qu'est-ce que, vous voyez, on en est rendu là. Voilà. Quand j'écoute les uns et les autres, là, je dis, mais c'est quoi? En fait, vous voulez quelqu'un qui vous dise pas la vérité et puis n'importe quoi. Vous êtes perturbé. Donc, tu rentres en psychiatrie là-bas, on va te soigner. Là, c'est dans la moindre mesure. Donc, je veux dire, c'est fatigant. Mais parce que le sujet est trop lourd pour eux et donc ils font de mal alors que non. Tu sais quoi? Non, au contraire, il faut le respecter, il faut le féliciter. Il dit la vérité. Il a même écrit des bouquins. Donc là, ça a du sens, c'est du sérieux. Et non pas des gens qui ne disent rien en disant, on verra. Quand tu me dis, on verra, il dit, bon, va faire autre chose. Parce que toi, là, ça paraît évident. Enfin bon. Donc,